Salut les loulous! Aujourd'hui, la collégiale s'invite chez vous. On va parler ensemble d'un grand personnage de la fin du Moyen-Âge qui a marqué la collégiale mais aussi la ville, le bon roi René. Il a été duc d'Anjou au XVe siècle. Il est né au château d'Angers et il a vécu près de 70 ans. Mais au fait, c'est qui le roi René? René est né en 1409 au château d'Angers. C'est là qu'il grandit et sa famille a la classe. Il est lié à pas moins de 3 rois de France et 1 roi d'Angleterre. Il est l'arrière-petit-fils d'un roi, sa sœur épouse un roi, il marie sa fille à un roi et il devient l'oncle d'un roi. Ah René, le bon roi René. On l'imagine sympa. Personnage emblématique de l'Anjou, René est une légende encore aujourd'hui. On se sert de son nom et de son image pour plein de choses. Rien qu'à Angers, il y a un rond-point René, un boulevard René, des calissons René, une fête René. Faut dire que c'est un sacré seigneur. Bon, c'était pas gagné, mais il se retrouve avec plein de territoires. Il est comte de Guise, duc d'Anjou, duc de Bar, duc consort de Lorraine, comte de Provence, roi de Hongrie, roi de Jérusalem, de Naples, de Sicile, d'Aragon. Mais René, c'est pas un guerrier. Il est connu pour avoir eu plein de territoires, mais aussi pour les avoir quasi tous perdus. Il a essayé de les défendre, mais il a fini en prison contre rançon. Il n'aime tellement pas se battre qu'il préfère donner l'Anjou à son neveu Louis XI plutôt que de déclencher un conflit. En fait, René, c'est un grand sensible. Il aime les arts, la littérature, la poésie, la musique, la chevalerie. Il fait installer une ménagerie avec plein d'animaux dans les douves du château. Il écrit même des livres, comme le célèbre Cœur d'amour épris. René finit sa vie à Aix-en-Provence, où il meurt en 1480. Sa femme veut le faire enterrer en Anjou, mais les habitants de la Provence ne sont pas d'accord. On raconte que la pauvre a dû planquer René dans un tonneau, la nuit, et le faire voyager sur un bateau pour qu'il puisse reposer dans son tombeau à la cathédrale d'Angers. Alors maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur le bon roi René ou René d'Anjou ou tout simplement le roi René, on peut se poser la question de ce qu'il a laissé comme trace ici à la collégiale Saint-Martin. Déjà, la première chose, c'est qu'à la fin du Moyen-Âge, au XVe siècle, l'ensemble des murs de la collégiale ont été recouverts d'une peinture, d'un badigeon beige crème. Et sur cette peinture beige crème, qui ont rendu les murs vraiment bien lisses, bien nets, on a repeint des carrés pour faire vraiment des fausses pierres, des lignes d'une couleur ocre-rouge, pour que vraiment les murs de la collégiale soient le plus lisses et le plus parfait possible. On prête au roi René cette première campagne de travaux, de peinture. Et puis il en a surtout fait une seconde qui se passe juste au-dessus de ma tête sur la charpente du transept de la collégiale. Voilà la maquette de la collégiale à la fin du Moyen-Âge, avant l'intervention, la demande de travaux par le roi René. En fait, son intervention va se passer au niveau des toitures, des charpentes, des bras du transept, donc de chaque côté de l'église. Là, ce que vous avez, c'est la charpente, la toiture du milieu du Moyen-Âge. On voit qu'il y avait des petites fenêtres qui donnaient à l'intérieur de l'église. Vous verrez, elles seront importantes pour tout à l'heure. Donc le roi René, lui, va souhaiter en fait faire surélever cette charpente, la mettre un petit peu plus haut. Et on en garde des traces encore aujourd'hui sur le bâtiment, sur les murs. Donc ils ont fait détruire la première charpente, celle du milieu du Moyen-Âge. Et puis on va venir construire une nouvelle charpente, plus haute, en forme de coque de bateau renversée. Elle va venir se placer exactement à la même place. Sur les murs actuels, on nous trouve encore la trace ici de l'ancienne charpente. On a toujours nos 2 petites fenêtres de tout à l'heure, mais vous allez voir qu'elles vont passer à l'intérieur du bâtiment. Donc aujourd'hui, dans le transept de la collégiale, on a la trace du mur et la trace aussi de l'autre côté, sous les fenêtres, qui aujourd'hui sont à l'intérieur du bâtiment. Donc on perd un petit peu en luminosité avec ces travaux de la fin du Moyen-Âge du XVe siècle, vers 1471. Si on observe un petit peu cette charpente, donc j'ai dit tout à l'heure qu'elle avait une forme de coque de bateau renversée, mais on ne va pas se contenter de faire une charpente toute simple. Le roi René va la signer
Alors non pas avec une signature comme nous aujourd'hui, mais il va la signer avec des peintures et notamment avec ses armoiries, ses blasons. Donc si on regarde, on a un quadrillage qui va recouvrir l'ensemble de la charpente. Sur ces lignes de quadrillage, on retrouve l'armoirie de l'Anjou, dont on donnera la description tout à l'heure. Et puis, dans l'autre sens, sur les autres lignes, vous allez retrouver un autre symbole du roi René qui n'est pas une armoirie, mais c'est un dessin qu'il utilisait très couramment, qu'on appelle les bâtons écotés. Ce sont comme des branches où on va venir couper toutes les petites branches qui en partent. Et donc c'est un symbole qu'on retrouve sur les charpentes. Sur les charpentes de la collégiale, on retrouve les armoiries du roi René, donc les différents territoires qu'il a possédés au cours de sa vie. On retrouve l'Anjou, bien évidemment, le duché de Bar, l'Aragon, la Hongrie, le royaume de Naples-Sicile, Jérusalem, mais il en manque un territoire qui va nous permettre de dater ces charpentes, de savoir quand le roi René les a commandées. On est aux alentours de 1471. Pourquoi on peut dater ces charpentes? Tout simplement parce que le blason manquant, qui est celui de la Lorraine, qu'il a eu grâce à son premier mariage, avait déjà été transmis à son fils. Et donc le roi René ne signe plus avec cette armoirie. Et ça nous permet comme ça de savoir que ces charpentes datent à peu près de ces années-là. Ensuite, vous avez des études, bien sûr, du bois qui permettent de préciser un petit peu plus la période. Ce que je vous propose, c'est de décrire deux blasons à la manière du Moyen-Âge, des héros qui décrivaient les différentes armoiries. La première, l'Anjou, fond d'azur, donc bleu, fleur de lys d'or, fleur de lys or, et une bordure de gueule, on dit de gueule pour le rouge. Et une seconde, le duché de Bar, un tout petit territoire qu'a possédé le roi René au début de sa vie. Fond azur, aux croissettes d'or, et au bar, de même, adossés. Alors de même parce qu'ils sont or. On parle ici d'une armoirie parlante parce que le dessin que vous retrouvez sur le blason, sur l'armoirie, va représenter le mot, donc le duché de Bar. Et ici, vous avez deux poissons, donc deux barres. Maintenant qu'on a vu un petit peu les traces qu'a pu laisser le roi René ici à la collégiale, je vous propose qu'on découvre un petit peu des recettes du Moyen-Âge. Le roi René n'était donc pas un grand guerrier, c'était plutôt un amoureux des arts. Il aimait les animaux, les jardins, les peintures, les tapisseries. Et puis on l'imagine assez facilement aimer la cuisine, la bonne cuisine. Au Moyen-Âge, les repas des seigneurs se font en plusieurs services et chaque service avait plusieurs plats. Donc vous imaginez plutôt des repas très copieux. Et les desserts n'étaient pas absents. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on fasse de la cuisine ensemble, de la cuisine médiévale, et on va essayer de fabriquer des petits gâteaux qu'on appelle des doigts de fée. Alors pourquoi on appelle ces gâteaux des doigts de fée? Tout simplement parce que vous allez voir, ils ont une forme de doigt. Et puis ensuite, on raconte que ces petits gâteaux étaient fabriqués pour être offerts aux fées, pour éviter qu'elles mangent les petits enfants. Donc je vous propose qu'on essaye cette petite recette. Alors vous allez voir, elle est assez simple. Vous avez besoin de farine, d'amandes, de poudre d'amande, de sucre glace, de beurre, d'un œuf, de sel et d'eau de fleur d'oranger. Vous pouvez aussi ajouter des zestes d'orange. Alors, on commence par mélanger ensemble tout ce qui est sec. Donc vous allez prendre un petit saladier et puis on va prendre notre farine. On en a besoin de 100 grammes. On va la mélanger à la poudre d'amande.
Alors imaginez-vous que les amandes au Moyen-Âge, il fallait bien évidemment les broyer. Là, moi j'ai acheté tout simplement de la poudre d'amande déjà préparée. Et puis du sucre glace. Alors pour nous, le sucre glace, c'est assez facile aujourd'hui à trouver. Au Moyen-Âge, le sucre, c'est quelque chose de très rare. Ça vient des Indes et puis il se présente souvent sous la forme d'un sucre roux qu'on utilise principalement pour les médicaments, pour la pharmacie. Et c'est réservé vraiment aux seigneurs, aux gens qui avaient les moyens de le payer. Mais quand on avait du sucre blanc, ce qui était encore plus rare, il se présentait de façon pilée, donc du sucre glace. Mais imaginez-vous que ça, c'était vraiment pour les seigneurs. On est vraiment sur quelque chose de très rare. Donc on a notre farine, notre poudre d'amande, notre sucre glace. On mélange. On va rajouter une petite pincée de sel. Et une fois que vous avez ça, on va pouvoir rajouter le beurre. Donc vous avez besoin de beurre mou. Donc sortez-le bien à l'avance, puisqu'on va essayer de le mélanger à tout ça. Si vous voulez aller un petit peu plus vite, vous pouvez le passer quelques secondes au micro-ondes, évidemment. Et puis après, on utilise ses mains ou son robot si vous en avez un. Et on va mélanger tout ça. Une fois que vous avez obtenu une texture un petit peu sableuse, on va rajouter un blanc d'œuf, un jaune d'œuf, un blanc d'œuf, pardon. Donc vous prenez votre œuf et on va le séparer. Alors nous, on aura besoin juste du blanc. Le jaune, vous pouvez le garder, le mettre au frigo, l'utiliser pour faire une mayonnaise ou autre chose. Le jetez pas, ce serait dommage. Et on remélange dans l'idée d'obtenir une boule. Une fois que vous avez un petit peu incorporé votre blanc d'œuf, on va rajouter la fleur d'oranger. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez tout à fait vous en passer. Et puis on a dit tout à l'heure qu'on pouvait aussi rajouter des zestes d'orange. Hop, et on continue notre petite boule. Alors une fois que vous avez réussi à faire une boule avec l'ensemble des ingrédients, vous voyez que la mienne par exemple, elle est vraiment assez collante. Donc ce serait compliqué de fabriquer nos petits gâteaux comme ça. Donc on va la mettre dans un papier ou dans un petit film étirable. Et puis on va la laisser au frigo pendant 30 minutes environ pour qu'elle soit un petit peu plus ferme et qu'on puisse après former nos gâteaux plus facilement. Hop. Voilà, on se retrouve dans 30 minutes. On se retrouve après environ 30 minutes au frigo. Notre pâte est un petit peu plus dure. Donc on va pouvoir former nos petits gâteaux. Alors le petit tic-tic que vous entendez, c'est le four, puisque c'est le moment de préchauffer votre four à 180 degrés pour qu'on puisse ensuite les enfourner. Alors vous prenez des petites boules de votre pâte et on va former des petits boudins. Alors souvenez-vous du nom
de ces gâteaux. On les appelle des doigts de fée. Donc vous pouvez même vous amuser à faire vraiment des gâteaux qui ressemblent à des doigts, faire les petits ongles, les petits plis, etc. Mais sinon, vous pouvez juste vous contenter de faire des petits boudins, c'est très bien aussi. Donc on prend de la pâte et on fait nos petits boudins que l'on place alors sur un papier cuisson, soit directement sur la plaque du four, soit dans un plat. Moi, c'est ce que j'ai choisi, mais directement sur la plaque du four, ça marche aussi. Alors vous continuez jusqu'à ce que vous ayez plus de pâte. Vous voyez que ça en fait pas mal. Alors moi j'ai plus de place là pour l'instant dans mon plat. Donc soit vous réservez la pâte de côté si vous êtes comme moi, soit vous utilisez tout simplement une autre plaque avec un autre papier. Et puis on va pouvoir mettre tout ça au four pendant un quart d'heure environ, donc à 180 degrés. On se retrouve après 15 minutes de cuisson. Mon four vient de faire ding et donc on va sortir nos petits gâteaux. Alors vous pouvez tout à fait les saupoudrer d'un petit peu de sucre glace pour terminer un petit peu la décoration. Et ensuite, je vous propose de les déguster en faisant un petit jeu de devinettes autour de la science des blasons qu'on appelle l'héraldique. Voici 3 armoiries. L'une d'elles est peinte dans le livre des tournois écrit par le roi René. Saurez-vous la reconnaître par sa description? 2 gueules, opales d'argent, chargées d'un lion d'azur. 2 gueules, opales d'argent, chargées d'un lion d'azur. Réfléchissez bien. Vous avez trouvé? Alors rendez-vous à la fin de la vidéo pour confirmer votre réponse. Pour terminer cette vidéo, je vous propose de découvrir un livre choisi dans la boutique de la collégiale pour en apprendre un petit peu plus, soit sur le personnage qu'on a choisi, soit sur sa période, soit sur ses goûts. Ici, ce sera un livre d'activité avec des autocollants parce qu'on a vu un petit peu que le roi René était non pas un guerrier mais plutôt un passionné d'art. Il a écrit lui-même, il a même commandé des peintures, etc. Donc ce que je vous propose, c'est amuse-toi avec les œuvres du Moyen-Âge. Alors c'est pas forcément que sur la fin du Moyen-Âge, hein, vous avez toutes les périodes, et ça se présente sous forme de différentes photos d'œuvres, par exemple ici une tapisserie, et vous avez des pages d'autocollants pour venir compléter ces œuvres et puis pour en apprendre un petit peu plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la collégiale sur les personnages qui ont marqué notre monument ou même d'autres vidéos sur les fouilles, notamment archéologiques. Et puis à venir nous voir ici à la collégiale, en famille ou entre amis. Et on propose également des ateliers vacances, donc n'hésitez pas. Et à très bientôt!